Bon, merci pour cette introduction. Je vais déjà vous remercier, déjà vous dire bonsoir et vous remercier d'être venus nombreux. Ossanopolis m'avait dit que pendant les matchs de foot, au niveau de l'auditoire, c'était pas top, mais là, j'en conclus qu'il n'y a pas beaucoup de supporters du PSG ou de Naples ce soir. Voilà, donc, en tout cas, bienvenue, vous avez bien fait, parce que je vous propose d'aller voyager pendant 1 heure dans l'océan Indien. Donc, je vais vous parler des îles Éparses. Alors, je vais juste fixer un petit peu le contexte. Voilà à peu près le cadre donc, des îles dont on va parler. Hein. Donc, elles se nomment Glorieuses pour la plus au nord. Vous trouverez également l'île de Tromelin à l'est de Madagascar. Et puis ensuite, donc c'est celles qui sont surlignées en jaune, hein, j'ai pas précisé. Et puis ensuite, il y a Juan de Nova, qui est juste à l'ouest de Madagascar, juste à l'entrée d'une zone qu'on appelle le canal du Mozambique. Et puis un peu plus au sud, vers 22 degrés sud, on va trouver les îles de Bassas d'India et puis de Europa. Voilà, donc moi j'ai eu l'opportunité de voyager plusieurs fois dans ce secteur, donc je suis là pour vous donner un petit peu un retour d'expérience ce soir. C'est peut-être une zone qui vous est pas inconnue, il y a des noms qui vous apparaissent peut-être plus courants comme Mayotte, comme les Comores. Les îles les plus au nord appartiennent aux Seychelles, voilà, c'est donc les complexes d'Aldabra, Assomption, etc. Alors moi ce qui m'avait frappé en fait quand j'ai commencé à m'intéresser à ces îles, c'était en 2011. C'était de voir qu'en fait, ces îles éparses, elles présentaient vraiment des configurations qui étaient totalement différentes d'une île à l'autre. Hein. Vous voyez qu'il y a des îles comme Europa ou Tromelin qui sont des terres bien émergées, avec un récif très peu développé autour. Et au contraire, on trouve des îles comme Glorieuses ou comme Juan de Nova qui ont des récifs. Hein. Donc on voit très bien sur les photographies les platiers, ce qu'on appelle les platiers récifaux qui sont développés. Et puis on va trouver également une île comme Bassas d'India, alors qui elle a une morphologie typiquement en atoll, avec une couronne récifale qui entoure un lagon. Et moi ça m'avait un petit peu interpellé à l'époque et je me suis dit finalement ces configurations qui sont différentes, peut-être qu'elles reflètent des histoires géologiques différentes. Voilà, donc je suis là pour vous raconter un petit peu tout ça ce soir. Alors, mon exposé va se dérouler en 3 phases, en fait. Hein, je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler de généralité, vous présenter un petit peu le contexte historique, parce que c'est des îles qui sont également très chargées d'un point de vue historique. On va parler après, bien sûr, de la science, hein, qu'on peut y faire depuis plusieurs années. Et puis, je terminerai ma conférence pour vous montrer un petit peu quels peuvent être les enjeux scientifiques qu'on peut attendre dans ces secteurs. Donc on va commencer tout de suite par la partie introductive. Donc c'est des îles en fait qui sont connues depuis très longtemps, hein, depuis les premiers navigateurs. Alors on pense qu'en fait les premiers hommes qui ont découvert les îles éparses étaient en fait les navigateurs arabes. Hein. Donc ça c'était dans les années au niveau du XVe siècle. Et ce qu'on sait en fait des navigateurs arabes, c'est qu'ils avaient des cartes marines qui étaient déjà assez précises à l'époque. Et ils utilisaient surtout des instruments assez sophistiqués et ils n'hésitaient pas à mettre à profit aussi toute leur connaissance sur l'astronomie en fait, pour naviguer. Voilà. Donc on pense en fait qu'avec leur connaissance des océans et notamment de l'océan Indien, il est fort probable en fait, que ce soit les premiers hommes qui ont découvert ces îles. Alors, il faut attendre en fait le XVIIIe siècle pour trouver des cartes où on commence à avoir des croquis de ces îles. Donc, je ne parle pas de localisation géographique très précise, mais certains navigateurs ont croisé ces îles et ont commencé à faire quelques croquis. Donc, c'est le cas ici d'un vaisseau de la Compagnie des Indes, vers les années 1750. Il faut attendre, on va dire, plus la fin du XVIIIe siècle pour trouver une localisation de ces îles sur des cartes. Donc là, je vous présente une carte qui a été dressée donc, en 1787. Et sur cette carte, effectivement, on voit apparaître des localisations. Donc ça correspond aux îles dont je vous ai parlé avant. Vous voyez que dans le centre du canal du Mozambique, on aperçoit un ensemble en fait, qui détermine l'ensemble Bassas d'India et Europa dans ce secteur. Alors, on ne peut pas parler des îles éparses sans parler de naufrage. Hein. Quand on se balade sur ces îles, la première chose qu'on voit en débarquant, c'est énormément d'épaves. Voilà. Donc, la plus connue et la plus tristement célèbre, c'est l'île de Bassas d'India, ici. Alors, il faut bien vous dire que c'est un vrai piège à bateau. Hein. Cette île, en fait, elle est complètement submergée par la mer, par 2-3 mètres, à marée haute. Voilà. Donc, on ne voit rien du tout.
Et donc, il n'est pas étonnant de trouver énormément d'épaves en fait, sur cette île. On va trouver énormément de débris de bateaux, des ancres. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont présentes. Et sur les autres îles, on va trouver également des épaves, que ce soit à Juan-de-Nova. Ça, c'est une photo que j'avais prise à Glorieuse sur le long d'un récif. Et puis également une épave ici, un bateau de pêche réunionnais qui s'était échoué il y a une 50aine d'années, voilà, sur l'île d'Europa. Alors, je suis tombé sur des textes en fait, qui étaient assez passionnants. On trouve des histoires qui sont relatées par des anciens capitaines. Et j'étais tombé là-dessus, moi ça m'a assez surpris. En fait, c'est un récit d'un capitaine qui naviguait en fait, dans l'océan Indien et qui a fait naufrage en, fait, en 1819, tout près de Glorieuse. Et son récit est assez intéressant. Donc on devine dans ce qu'il écrit qu'en fait, ils ont été pris par une tempête. Ils sont échoués sur un récif. Et le capitaine, alors tout juste 22 ans, donc plein de sang-froid, il a commencé à faire jeter des affaires par-dessus bord. Il a demandé à ses hommes d'abattre le grand mât à coups de hache. Et puis d'un seul coup, il raconte en fait que le bateau a été remis à flot subitement. Et en fait, il s'est trouvé que la marée était en train de remonter et ils ont décroché du récif de cette manière-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce capitaine, une fois que les conditions météo se sont calmées, il a pu descendre à terre, il a commencé à faire des observations. Voilà. Et ces observations, elles sont relativement précises. Il décrit des petits îlots autour d'une île principale et qui est bordée voilà, par de la végétation. Il a observé qu'il y avait énormément d'oiseaux sur ces îles. Et puis, il a même donné des noms. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on connaissait que la Grande Glorieuse. Et tous les petits îlots à côté, en périphérie de cet archipel, n'étaient pas du tout connus. Donc, il a donné les noms pour une île du nom de la Goélette, qui s'était échouée, et puis une autre île il mentionne qu'il a observé de la végétation et qu'il nomme l'île verte. Donc pour fixer le contexte, en fait, ce navigateur, il a dû s'échouer quelque part par là, on ne sait pas trop où. Donc là, vous avez une représentation, c'est une photo satellite de l'archipel des Glorieuses. Et donc il a dû s'échouer quelque part sur ce récif, et en fait, il décrit ces roches vertes. Voilà, c'est une photographie que j'ai prise en 2011. Et effectivement, quand on s'approche, on voit qu'on aperçoit un petit peu de végétation. On a vraiment à l'horizon une couleur verte qui est très très prononcée. Alors il parle également de l'île d'Ulysse. Voici, donc c'est une toute petite île, ça fait 400 mètres par 600 mètres environ. Et donc il a débarqué sur cette plage, voilà, donc il décrit très bien. Dans ses récits, il décrit également des structures sur la plage qui sont en fait manifestées par ce que vous voyez sur cette photographie, qui sont en fait des terriers qui sont provoqués par l'activité des crabes. Voilà. Et puis il avait observé de nombreux oiseaux. Alors ça, c'est pas étonnant parce que sur cette petite île de 400 mètres par 600 mètres, il y a une des plus grandes colonies de sternes de l'océan Indien. Environ 600 000 couples nichent tous les ans ici sur cette île. Alors, je vais continuer un petit peu dans le tragique, après on s'arrêtera, mais on ne peut pas parler des îles éparses sans parler du naufrage de l'Utile sur l'île de Tromelin. Donc Tromelin, vous voyez, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de végétation. Et c'est une île en fait, qui est soumise à la houle et aux tempêtes en permanence toute l'année. Et en fait, donc, il y a un navire qui s'appelait l'Utile et qui a fait naufrage en, fait, en 1961. Alors, pour la petite histoire, en fait, l'Utile était un navire négrier de la compagnie française des Indes orientales. Alors, ce navire était parti de Bayonne. Il avait embarqué avec lui 140 hommes d'équipage. Et ils se sont arrêtés à l'île de France. Donc, l'île de France est devenue l'île Maurice par la suite. Et en fait, ils sont partis à Madagascar et ils ont embarqué, alors j'ai plus les chiffres en tête, 160 hommes, femmes et enfants pour les emmener en esclavage en fait à Rodrigue, qui est une île qui se situe juste au nord de l'île Maurice. Et en fait, il y a eu une erreur de navigation et ce navire s'est échoué en fait sur le récif de Tromelin. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, on distingue encore les canons là, qui sont à même le récif. Et suite à ce naufrage, en fait, il y a eu uniquement 122 hommes d'équipage et 80 esclaves en fait, qui ont survécu. Et l'histoire n'est pas finie. C'est qu'en fait, les hommes d'équipage, au bout de 2 mois, ont réussi à construire une embarcation de fortune pour s'échapper et à rejoindre Madagascar, avec bien sûr la promesse aux esclaves de venir les rechercher. Et en fait, ils ont attendu 15 ans. Voilà, donc ils sont restés 15 ans sur cette île. Alors vous voyez les conditions un petit peu précaires, enfin, vous pouvez les imaginer. Ils ont creusé des puits pour trouver de l'eau. Ils se sont nourris essentiellement de tortues et d'oiseaux de mer.
Il y a des fouilles archéologiques qui ont eu lieu à Tromelin, et on a retrouvé en fait des ustensiles qu'ils avaient fabriqués ou récupérés de l'épave pour pouvoir se nourrir. Et c'est seulement 15 ans après en fait, que le chevalier de Tromelin, qui a donné le nom en fait, à cette île, est venu récupérer. Il restait 8 personnes, 8 femmes et un enfant. Voilà. Donc c'est une histoire un petit peu tragique, mais qui est très connue, notamment dans le milieu de la littérature. Et je vous conseille deux bouquins qui ont été issus de ça. Le premier à gauche, une bande dessinée, et puis à droite, ici, un très bon bouquin écrit par Irène Frein. Voilà, donc pour continuer un petit peu dans le côté historique, on retrouve dans les archives ces documents en fait, qui attestent de la prise de possession par la France de ces îles. Donc il y a un acte qui existe en fait par île, donc là c'est celui de l'île d'Europa. Et donc c'est une île qui a été découverte et où le pavillon français a été hissé en fait pour la première fois. Alors c'est intéressant parce que même si vous lisez ici, on voit que ils ont déployé le pavillon près de maisons d'indigènes. Donc ça sous-entend qu'en fait il devait avoir des personnes qui résidaient sur ces îles à l'époque. Alors, juste pour terminer la partie un peu historique, là, on connaît des choses un petit peu plus précises, par exemple sur l'île de Juan-de-Nova, dont vous avez une photographie aérienne ici. Donc, c'est une île qui a été découverte par un navigateur, en fait, qui est originaire de Galice. Et en fait, donc, la France a pris possession de cette île en 1896, à peu près en même temps que l'île d'Europa. Et en fait, cette île, elle a été marquée en fait, par une exploitation de phosphate. Je vais en parler tout à l'heure. Et puis le général de Gaulle, dans les années 70, a décidé de placer des stations météo. Et puis, comme il y avait des revendications qui étaient de plus en plus virulentes par les pays voisins, il y a eu des régiments militaires qui ont été détachés et qui existent depuis sur ces îles. Je vous montrerai quelques photos par la suite. Alors, quand on se balade sur Juan-de-Nova, on voit des vestiges de cette activité, on va dire un petit peu industrielle. Donc, il y a eu une première exploitation de guano, qui a commencé en 1923. Donc, le guano, en fait, c'est les excréments d'oiseaux. Il faut savoir que c'est des excréments, ils sont très très riches en phosphate et qui sont exploités encore aujourd'hui de par le monde. Donc il y a une première exploitation qui a commencé dans les années 20, et puis ensuite à l'entrée de la Deuxième Guerre mondiale, en fait toutes les installations ont été détruites. Et c'est seulement en fait vers les années 50 en fait qu'il y a une personne qui s'appelait Hector Paturo qui a relancé cette exploitation, qui a même construit des extensions dont on trouve encore aujourd'hui des vestiges dans les anciennes prisons, etc. Et puis en 1968, en fait, il y a eu une révolte ouvrière et un effondrement du prix du phosphate. Et donc, cette exploitation a été complètement démantelée. Alors donc, aujourd'hui, je vous parlais de la présence française. On va trouver ce pavillon français avec celui des TAF, que vous avez juste en dessous, qui sont les terres australes et antarctiques françaises. Et donc, je vous ai dit qu'il y avait la présence militaire sur 3 des îles, donc sur Europa, Juan-de-Nova et sur Glorieuse. Aujourd'hui, sur Tromelin, il n'y a plus qu'une station météo. Et donc là, vous avez l'entrée du camp militaire de Juan-de-Nova. Je crois que j'ai un extrait ici de celui d'Europa. Et alors, ces militaires, ils sont là à l'année. Ils sont relayés, on va dire, tous les 40 à 50 jours. Donc c'est organisé par donc il y a des toutes petites pistes qui ont été construites avec du sable corallien. Et il y a des transals, comme cet avion, qui peuvent atterrir et amener à la fois du fret, de la nourriture, et puis remplacer les équipes. Alors le fret, il est organisé également par hélicoptère. Donc il faut savoir qu'il y a souvent des navires de recherche, dont le Marion Dufresne, qui navigue parfois dans ces eaux. Et à bord du bateau, il y a un hélicoptère qui permet en fait de faire des rotations et d'amener des vivres et également d'évacuer les déchets qui sont présents sur les îles. Pour vous donner une idée, moi j'ai participé à une rotation en 2011 où il y avait un hélicoptère sur le Marion Dufresne. On est parti 26 jours et en 26 jours, il a fait près de 600 rotations. Donc c'est quelque chose de relativement conséquent. Vous voyez ici la densité des packs d'eau, par exemple, je crois que c'était sur l'île d'Europa, ici. Alors sur ces îles, on va trouver une gendarmerie aussi. Ça peut surprendre, mais il y a une gendarmerie et le gendarme fait office de représentant en fait de l'État. Donc c'est la première personne que vous voyez quand vous débarquez, quand vous êtes habilité, parce que pour débarquer sur les îles, il faut avoir une autorisation préfectorale. Et quand vous avez cet arrêté préfectoral, en fait, vous débarquez sur l'île et c'est le gendarme qui vous accueille et qui vous met le tampon sur le passeport. Voilà. Alors ce gendarme, il a aussi des autres activités. Il est en charge notamment de compter tous les jours les traces de tortues.
Alors, il faut savoir que c'est des sites de ponte extrêmement importants en fait, au niveau de l'océan Indien. Alors, ces traces de tortues, voilà, vous pouvez les distinguer ici. Hein, c'est tout ce qu'on observe ici sur cette plage. C'est à Glorieuse. Un peu plus en détail, voilà ce que ça donne. Hein. Donc, toutes les nuits, voilà, les tortues profitent de la marée haute pour venir sur les plages et pondre et ensuite repartir. Je me suis permis de mettre une photo qui m'a été transmise il y a quelques jours par un collègue en fait, qui est ami, en fait, qui est biologiste et qui travaille sur les tortues marines dans ce secteur. C'est juste pour vous montrer, moi je trouve que c'est une photo assez parlante et qui vous montre un petit peu quel peut être l'impact de l'homme sur le comportement animal. Ici, en fait, ce que vous voyez, c'est une tortue qui est venue pondre sur une plage, qui a rencontré un obstacle, qui est en fait cette bouteille d'eau, et qui a fait demi-tour. Voilà, donc c'était simplement un petit clin d'œil, mais pour vous dire que souvent, on peut impacter fortement le comportement animal. Alors pour terminer avec le côté un peu historique, on va parler forcément un petit peu de géopolitique. Donc ces îles, elles sont rattachées en fait à ce qu'on appelle les terres australes et antarctiques françaises depuis 2007. Donc les terres australes, en fait, elles comportent 5 districts. Hein. Vous avez les parties australes, en fait. Hein. Il y a Crozet, les Kerguelen, Saint-Paul-Amsterdam, la Terre Adélie, et le 5e district depuis 2007 est représenté en fait par les îles éparses. Donc, si on cumule la surface terrestre émergée de toutes ces îles, vous voyez que c'est pas grand-chose. Hein. C'est 40 km² en tout. Et il y a un chiffre ici qui marque, c'est ce qu'on appelle la zone économique exclusive, qui est de l'ordre de 640 000 km². Et cette zone économique exclusive, elle est représentée ici. Hein, donc c'est un secteur en fait qui est délimité autour de chaque île et qui est en fait dans lequel en fait le pays peut avoir droit d'exploitation, de pêche, de ressources minérales, etc. quoi. Donc cumulé, c'est plus grand qu'en fait la zone exclusive économique qui est autour de la façade française. Donc c'est pour vous dire. Hein. Et ça représente pas loin de 6% du domaine maritime français. Alors ouais, je voulais juste dire, ça pose pas mal de problèmes. Il y a beaucoup de revendications des pays riverains. Voilà, que ce soit Madagascar, que ce soit l'île Maurice, que ce soit les Comores ou que ce soit le Mozambique. Alors on va parler un petit peu de science. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans ces régions? En fait, l'élément déclencheur, je pense, en tout cas pour moi et pour le groupe avec lequel je travaille, a été en fait un appel à ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt qui a été voté au Sénat. Et en fait, le gouvernement voulait savoir quel type d'activité scientifique on pouvait produire dans ces îles. Donc il y a eu on a répondu, on a été, je crois que plus d'une 60 groupes de recherche à répondre. Et il y a 19 programmes qui ont été financés à partir de 2011 pour développer des activités scientifiques. Donc ça, je dirais que ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et puis suite à ça, en fait, ça s'est réellement enchaîné. Là, je vous ai représenté simplement, pour ma part, les missions qu'on a pu conduire dans cette zone. Donc vous voyez, elles sont au nombre de 6. Et on a pu régulièrement retourner, faire des observations, des acquisitions, que ce soit sur les îles, mais également à la périphérie, sur les pentes et les bassins profonds. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure. C'était des parties hyper intéressantes aussi à être investiguées. Et puis en 2016, en fait, donc là, je dirais que l'aventure va continuer. Hein. On a déposé une demande de campagne. Voilà. Et cette campagne a été acceptée et sera programmée en 2020. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Voilà donc un petit peu le parcours sur les données que je vais vous présenter en fait ce soir. Alors je vous l'ai dit, en 2011, ça a été un petit peu l'élément déclencheur et ça a été, je dirais, une participation à une campagne qui était un peu particulière parce qu'on était 70 scientifiques à bord avec 16 disciplines différentes. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de missions qui sont encore organisées aujourd'hui de cette manière-là. Et donc, en fait, ça a été la première fois en fait, on a pu faire explorer et mettre les pieds sur ces îles. Donc on est parti de la Réunion, voilà, et durant 26 jours, on a fait un tour ici autour de Madagascar et on s'est arrêté 3-4 jours par île pour faire des observations. Et ça a été hyper enrichissant. Alors, je vous parle purement d'un point de vue personnel, puisqu'on a pu collaborer avec des botanistes, des archéologues, des anthropologues, des gens qui étaient là pour regarder les moustiques, les poissons clowns, enfin des choses très variées. Et ça, voilà, ça a été très enrichissant. Alors, pour ma part, moi, je suis géologue à l'Ifremer.
Donc, qu'est-ce qu'on a pu mettre en œuvre en fait dans des zones qu'on va appeler par petits fonds, on va dire de 0 à 200 mètres de profondeur. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Alors, ça peut paraître très rudimentaire, mais il faut savoir qu'on ne peut pas développer des choses qui soient très sophistiquées la plupart du temps sur ces îles, parce que c'est compliqué d'y aller et c'est compliqué d'amener du matériel. Donc, on fait des prélèvements déjà de sédiments. Donc, on utilise différents outils. Ici, vous avez représenté une benne à sédiments qui est déployée depuis un bateau qui va vous permettre de récolter du sable en fait juste à la surface, sur le fond. On a fait également des carottages, donc ça vous permet d'avoir des échantillons dans le sol sur des longueurs qui peuvent être très variables. Ici, c'est un carottier d'1 mètre de long qu'on a pu déployer. On a fait des observations sur des affleurements, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, donc avec des outils très simples, des marteaux, des relevés GPS pour des localisations. Et puis pour la partie sous-marine, on met en œuvre différents outils que sont le sonar latéral, la sismique, qui vous permet d'avoir une coupe en profondeur dans le sous-sol. Je vous montrerai quelques exemples également. Et puis on a également essayé de développer des outils on a construit des perches en fait pour mettre au bout des sondeurs multifaisceaux qui permettent sur l'étrave d'un bateau de faire de la bathymétrie. Voilà. Alors, dans la partie plus profonde, je vous montrerai tout à l'heure qu'on a pu faire de l'acquisition autour des îles. Donc là, on met en œuvre des choses qui sont beaucoup plus lourdes, à bord de bateaux comme celui-ci. Donc c'est le Pourquoi pas ou la Talente à l'Ifremer, et où on va opérer différentes choses. Ici, il s'agit d'une caméra qui vous permet de faire de la vidéo et de la photographie près du fond. Donc c'est un outil qui peut être déployé jusqu'à 4000 mètres de profondeur, qui est relié par le bateau avec un câble électroporteur. Et vous tirez cet instrument très lentement et qui vous permet de faire des observations et des photos du fond. On va faire des prélèvements également avec des carottiers de ce type-là qui peuvent mesurer jusqu'à 36 mètres de long. Donc c'est des choses qui sont assez lourdes à déployer. Il faut imaginer qu'il y a plusieurs tonnes ici au sommet du carottier pour lui permettre de s'enfoncer dans le sédiment. On va prélever des roches également. Donc ça, c'est des outils qu'on appelle des dragues à roches. C'est si vous voulez, des grandes cages en ferraille en fait, qui sont tirées sur le fond et qui vous permettent de remonter des roches. Et puis après, on va faire des acquisitions qu'on appelle cette fois-ci plus géophysiques, avec soit de la bathymétrie, donc c'est des sondeurs qui sont intégrés directement dans les coques des bateaux, ou alors de la sismique, je vous montrerai tout à l'heure, avec des systèmes cette fois-ci beaucoup plus lourds, beaucoup plus longs, et qui vous permettent d'investiguer en fait des profondeurs plus importantes. Alors, le géologue, en fait, quand il va débarquer sur ces îles, il va déjà faire des observations. Voilà, on a la chance de faire un métier naturaliste. Donc on commence déjà un peu par observer les paysages. Donc là, je vous montre une photographie qu'on avait prise avec notre équipe. On a eu la chance de faire un survol en hélicoptère au-dessus de l'atoll de Bassas d'India. Et ce que vous voyez ici, c'est le Marion Dufresne, qui mesure 120 mètres. Donc c'est juste pour vous donner déjà une idée de la taille et les objets qu'on est en train de regarder. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des îles qui peuvent être très différentes. Donc là, vous avez l'atoll de Bassas d'India, dont on voit qu'une partie. Je vous montre ici l'île d'Europa. Vous voyez qu'on est dans des choses très, très différentes. Alors, l'île d'Europa, elle est caractérisée, elle, par un récif qui est très court. Et puis, par contre, on a cette immense lagune qui est vidée tous les jours à marée basse et qui est connectée, en fait, avec tout un réseau ici de chenaux qui divaguent dans des mangroves. Donc, c'est une zone, en fait, qui est très colonisée par ce qu'on appelle des palétuviers. Alors, quand on se balade sur ces îles, c'est un environnement très minéral. Donc, c'est essentiellement de la roche et du sable. Donc, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle un estran. Donc, c'est une zone en fait qui se fait recouvrir par la marée et dégagée à marée basse. Et toutes les rives que vous voyez, en fait, c'est une interférence entre les processus de houle et de marée qui affectent cet estran. On voit que c'est des îles dont on peut avoir une idée aussi sur l'hydrodynamisme qui est présent. Donc il y a énormément de tempêtes et de cyclones dans le secteur, et on voit qu'on peut faire des observations. Donc là, vous avez un paquet de sable très grossier qui vient recouvrir quelque chose de très fin. Donc ça, c'est quelque chose qui a été amené par une tempête, et où on peut mesurer un petit peu l'effet, le déplacement aujourd'hui, en faisant des observations même un petit peu plus poussées. Vous voyez qu'on peut arriver à l'extrême à observer carrément des graviers qui sont accumulés. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on va trouver à Tromelin, où il y a la houle en permanence qui va remanier et user en fait les coraux, et ça va donner des accumulations de galets comme ceci. Alors le sable, en fait, il peut être présent dans différentes configurations. On va trouver ces dunes.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle des dunes, voilà, des dunes sableuses qui sont déposées dans le lagon et qui se déplacent de l'ordre. Alors on a mesuré des vitesses de déplacement qui peuvent être de 40 mètres par an. C'est pour vous dire l'énergie du milieu qu'il y a pour voilà, bouger des paquets de sable comme celui-ci. On va trouver également des sables qui sont accumulés sur des dunes éoliennes. Donc ça, c'est une photo qui est prise à Europa. Et vous voyez ici, tout le littoral est complètement colonisé en fait, par des accumulations de sable. Donc ça, c'est l'action du vent qui remanie le sable sur les plages et qui va former ces cordons éoliens qui peuvent atteindre 8 à 10 mètres par endroit. Et le sédiment, ils peuvent être également piégés dans les mangroves. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Europa. Donc ça, c'est une photo de la mangrove d'Europa. Et vous voyez qu'on a énormément de sédiments qui peuvent être piégés également dans les racines de palétuviers. Alors, on va trouver également des choses un petit peu intéressantes. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici au premier plan, c'est des blocs de coraux qui sont projetés sur la plage lors de tempêtes ou de cyclones. Donc, ils sont assez petits, ceux-là. On peut avoir des blocs de plusieurs mètres. Ça peut être quelque chose de très violent. Et puis, à l'extrême, voici ce que ça donne. Ça, c'est à Tromelin. C'est une accumulation de coraux. Donc, on croirait presque à un mur construit par l'homme, je vous l'accorde. Mais ça, c'est vraiment l'action des tempêtes qui forment voilà, ces murets coralliens, donc ici à Tromelin. Alors, je vous parlais du monde minéral. On va trouver également des roches à l'affleurement et qui sont ici des coraux fossiles. Donc, je ne sais pas si vous observez bien. Et vous voyez ici ces formes branchues. C'est simplement en fait des coraux qui sont fossilisés dans la roche et qui ont plusieurs centaines de milliers d'années. Voilà. Alors, j'en parlerai tout à l'heure. Ça correspond à des époques en fait, où le niveau marin était plus haut qu'aujourd'hui. Et quand il est redescendu, en fait, ces coraux se sont complètement fossilisés et transformés donc, en affleurement aujourd'hui. Quelque chose d'atypique aussi, on a pu observer donc ça je pense que vous connaissez dans l'actuel, vous avez dû entendre parler des grands bénitiers, qu'on voit un peu partout dans les zones intertropicales. Et ça, c'est un bénitier fossile qui a plusieurs centaines de milliers d'années également et qui est complètement fossilisé en position de vie sur un affleurement. Et sur ces îles, on va trouver aussi des choses intéressantes. Ces îles sont calcaires, et le calcaire est très sensible en fait, à l'action de l'eau de pluie. Et ce qui crée en fait des processus de dissolution très importants. Et on va observer ces trous d'eau un peu partout sur ces îles. Donc ça, c'est simplement dû à l'action de l'eau de pluie qui va faire dissoudre et complètement effondrer des calcaires. Et ça forme ces puits qui sont souvent connectés en fait avec la mer ouverte. On voit des zones de battement de marée, même à l'intérieur de l'île, dans ces puits de dissolution. Alors tout ça, ça sert à quoi ? En fait, toutes ces observations, ça nous permet de réunir des informations à la fois topographiques, des informations de terrain pour essayer de fournir des modèles. Donc ici, vous avez la représentation en fait, d'une carte topographique et bathymétrique de l'île de Glorieuse. On peut superposer des informations qui sont des photos satellites, par exemple, ou des informations qui sont des données sur les pentes de l'île. Et quand on combine ça avec nos observations de terrain, on peut construire en fait des cartes. Donc ça, c'est une carte qui vous montre simplement la distribution des corps sédimentaires et des environnements de dépôt sur un archipel. Voilà. Ce qu'on fait également, on fait des observations sur les sables eux-mêmes. Donc là, ce que vous avez, en fait, c'est un sable qui est vu au microscope à la loupe binoculaire. Alors, vous voyez que c'est loin d'être n'importe quoi. En fait, ce sable, il est composé exclusivement, je dirais à 98%, de coquilles d'organismes. Voilà, donc ça, il faut le savoir, il y a très peu d'apports par les vents ou par les rivières, on est vraiment loin de tout, et les seuls sédiments qu'on peut observer sont produits en fait par les organismes qui colonisent les récifs. Donc ce que vous observez, c'est des mollusques par exemple, et puis ça, c'est ce qu'on appelle des foraminifères qui peuvent être fixés sur des substrats ou sur des algues. Et quand on regarde ces foraminifères à une autre échelle, donc on va utiliser un microscope électronique à balayage, voici ce que ça donne. Donc, on a référencé, je crois, on avait fait cette étude à Glorieuse, environ 23 espèces donc de foraminifères benthiques qui vivent et qui colonisent en fait ces environnements. Et ce qui est intéressant, c'est que si on s'intéresse à une espèce en particulier, elle va pouvoir vous fournir des informations en fait sur l'environnement et l'énergie du milieu. Je vais prendre pour exemple cette forme-là, voilà, qui développe des formes un petit peu épineuses, donc on peut se demander pourquoi. Eh bien, quand on regarde cette forme-là, donc tous les points sont des points de prélèvement sur cet archipel. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a compté sur chaque point de prélèvement la présence et l'abondance de cette espèce de foraminifère. Et les couleurs vous marquent simplement une variation en fait, dans la distribution. Donc les couleurs chaudes, rouges,
montrent des forts pourcentages et les couleurs jaunes et vertes des faibles pourcentages de cette population. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'est pas distribuée n'importe comment. Elle est surtout distribuée le long de la zone où il y a le platier récifal. C'est là où on a le plus d'énergie au niveau de l'environnement. Et donc, ça explique pourquoi cette forme, elle développe des formes épineuses. C'est simplement pour résister à l'énergie des vagues. Voilà. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait passé pas mal de temps à faire de l'exploration sur les pentes et les bassins océaniques autour de ces îles. Moi, j'ai toujours trouvé ça surprenant de découvrir les reliefs sous-marins. Donc là, ce que je vous présente, c'est une vue en 3D de l'archipel des Glorieuses. Et voici ce que ça donne si vous faites un survey avec un bateau océanographique et vous faites de l'acquisition de bathymétrie. Voici ce que vous découvrez. En fait, vous avez une vision en fait, du soubassement de cette île. Alors, c'était dur de vous mettre une échelle, hein, simplement pour indication. La distance entre ici, ce point, situé à 3700 mètres de profondeur, la distance jusqu'au rebord de l'archipel est d'environ 50 km. Donc vous voyez que c'est des pentes qui sont très abruptes. En fait, en quelques kilomètres, on va tomber à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Et donc ça a changé beaucoup de choses dans notre approche et de l'étude de l'origine géologique de ces îles. Et surtout qu'on a pu faire des prélèvements dans ces bassins. Alors quand vous prenez une carotte avec un bateau, voici ce que ça donne. Donc ça, c'est une vision d'une carotte qui fait environ 7,50 m de long. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la coupe tous les mètres pour pouvoir l'étudier plus facilement. Et c'est assez intéressant de voir que, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, c'est de la boue et du sable. Voilà, on va faire simple. Et le sable, il est représenté en fait par ces couches claires. Vous voyez, vous avez à plusieurs endroits des couches claires qui apparaissent le long de cette carotte de sédiments. Et si on regarde en détail, en fait, ces couches claires, elles correspondent à quoi? Elles correspondent à des séquences. Vous en avez une de représentée ici. Donc ça, c'est une photographie de la carotte. Et ça, c'est des analyses en fait, par rayon X qu'on peut faire, notamment à l'Ifremer, mais à beaucoup d'autres endroits. C'est une radiographie, en fait, hein, simplement de la carotte, mais qui vous montre en fait, toutes les structures un petit peu internes. Et ça, typiquement, en fait, ça représente une avalanche sous-marine. Voilà. Donc, en fait, pour bien comprendre le processus, je vous ai montré que ces îles produisent énormément de sable, mais en fait, elles en produisent tellement qu'au bout d'un moment, elles ne peuvent plus le stocker. Et en fait, ce sable, il est exporté dans les bassins océaniques sous forme d'avalanches sous-marines. Et pourquoi on sait que ça provient de la plateforme? En fait, simplement en regardant la composition en fait, de ces sables, voici ce qu'on observe. Et si on le compare à la composition d'un sable que vous pouvez prélever à la main au toit d'une dune, par très peu de profondeur, même voilà, ici c'est une crête qui a fleuré à 1 mètre, et bien vous voyez que la composition elle est rigoureusement identique à quelque chose près. Donc en fait ce qu'on a, c'est des processus qu'on a pu mettre en évidence, c'est-à-dire une production de sable très importante par ces plateformes, et tellement important qu'à certaines époques des temps géologiques, le sable est exporté dans le bassin et il nourrit en fait les bassins océaniques en sédiments. Alors, je vous ai parlé d'exploration sous-marine. Il faut savoir qu'avant 2014, c'était un petit peu la configuration qu'on avait dans le canal du Mozambique. Donc, en gros, c'était des cartes où on devinait des reliefs, mais qui étaient très pixelisés. Donc, après le passage d'un bateau, voici ce que ça donne. Donc, ça change complètement la vision des fonds océaniques qu'on a dans le secteur. Ici, donc, vous avez une vue de la région de Bassas da India. Donc là, bon, je suis désolé, ce n'est pas représenté, mais là, il y a une île qui arrive, c'est la fameuse île où il y a toutes les épaves dessus. Et vous voyez que dans ce secteur, on va découvrir en fait plein de monts sous-marins qui sont juste adjacents et qui sont noyés par quelques centaines de mètres de profondeur. Alors juste pour vous donner une idée de ce que ça représente, j'avais juste une petite vidéo à vous montrer ici. Donc on peut arriver à faire des reconstitutions en, fait, en 3 dimensions hein, de ces acquisitions bathymétriques. Donc là, on va se projeter sur le secteur de Bassas da India. Vous reconnaissez ici l'île, hein, aujourd'hui à la surface des océans. Et puis vous voyez que cette île, elle repose sur des topographies qui sont intéressantes, en fait, hein, parce que c'était la première fois où on arrivait à visualiser en fait, le soubassement de ces îles. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une grande terrasse ici qui est couverte de rides. Hein, on les devine ici sur l'image en 3 dimensions. Alors on a pu explorer ces surfaces sous-marines également avec des biologistes, ce qui se trouve qu'en fait ce sont des zones qui sont fortement colonisées par des écosystèmes et qui montrent parfois des très forts endémismes. Voilà. Donc c'est intéressant aussi d'interagir avec les biologistes sur ce genre de structure. Donc on va repasser à la présentation. Ce que je voulais vous montrer, c'est que pour vraiment vous donner un ordre d'idée d'où on est parti, c'est qu'il y a même des structures qu'en fait on ne connaissait même pas l'existence.
Je vous représente ici, donc c'est la zone Europa, hein, on va revenir là. C'est juste un détail en 3D de ce secteur. Et on a découvert en fait un mont sous-marin, ici, hein, qui n'était pas référencé sur les cartes marines, et qui fait 2 km de haut. Voilà, donc c'est pour vous dire la taille des structures et les progrès qu'on a encore à faire dans la cartographie sous-marine. Et ce qu'on a fait, en fait, vu qu'il n'était pas connu, on a fait une demande en fait, de dénomination à une commission océanographique hein, qui s'occupe de nommer en fait, les reliefs sous-marins. Et cette demande, elle a été acceptée en 2016. Donc en fait, voilà, cette structure maintenant s'appelle le mont Ptolémée. C'est le nom de la mission que je conduisais en 2014. Et voilà, et ce relief est maintenant référencé sur les chartes marines. Alors il faut savoir que ça, c'est pas exclusif. Hein. On estime que dans le monde, il y a encore, dans les océans, il y a encore plus de 100 000 monts sous-marins qui sont inconnus et qui font plus d'1 kilomètre de haut. Donc c'est vous dire tout le travail qui reste à réaliser en termes de cartographie et d'études sur ces systèmes. Alors, moi, en tant que géologue, c'est sûr que quand je vois des choses comme ça, j'ai envie de savoir et de me dire, mais finalement, quelles sont l'origine de ces plateaux océaniques? Alors, vous voyez qu'ils sont localisés à des profondeurs relativement différentes. Hein. Vous avez ici le toit de ce qu'on appelle le banc du Hall, qui est à 450 mètres de profondeur. Et puis ici, le banc du Jaguar, hein, qui est situé, lui, entre 700 mètres et moins 120 mètres de profondeur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été collecter des échantillons. D'accord ? On a eu une approche qui était la suivante, c'était de se dire, bon, bah, on va s'intéresser déjà vraiment à la partie très basse, vers 3000 mètres de fond, voir ce qu'on a comme type de roche. Et puis après, on va regarder ce qu'on a au niveau de ces plateaux qui paraissent relativement différents, avec des formes beaucoup plus tabulaires. Alors, en prenant des échantillons, en fait, dans la partie basale, bon, sans trop de surprise, parce qu'on avait quand même une vision de la bathymétrie assez fine, on a trouvé ces roches hein, qui sont des basaltes. En fait, c'est des laves. Hein, donc, ce qui montre, en fait, ces structures sous-marines sont déjà des anciens volcans. Donc ça, c'était une première information. Et puis ensuite, on s'est intéressé. Donc là, vous avez un détail ce qu'on appelle le banc du Hall. Hein, vous voyez, c'est des choses très plates. Et on voulait savoir à quoi correspondaient voilà, géologiquement ces structures. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les échantillons ici, sur les bords, vers 600 mètres de profondeur. Et alors là, on n'est pas du tout tombé sur des basaltes, on a trouvé des roches qui étaient complètement différentes, qui sont des calcaires. D'accord ? Et ces calcaires, quand on regarde la composition, en fait, ils sont composés d'organismes fossiles qui vivaient entre 0 et 20 mètres de profondeur. Ce qui veut dire que ces structures, qui aujourd'hui sont noyées très profond, étaient en fait auparavant des îles océaniques. Donc ça a été un premier élément de réponse. Ce qu'on a vu également, c'est que, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a déployé des méthodes de géophysique. Ce que vous voyez ici, c'est simplement une coupe en profondeur au travers de ce mont sous-marin. Et ce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ces dépressions qui sont remplies donc, de roches et de sédiments. Et ces dépressions, en fait, en collectant des échantillons, on a pu voir qu'on avait des indices d'émersion. D'accord ? Donc on avait vu que ces roches ont été un jour ou l'autre, exposés à l'air libre. Et probablement que ces dépressions, ça correspond exactement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, à ce qu'on observe aujourd'hui sur ces îles, c'est que le fait qu'elles étaient émergées, en fait, les calcaires ont été dissous et ont formé en fait, ces puits de dissolution. Donc en fait, ce qui veut dire, c'est que ces îles étaient auparavant des îles coralliennes. Mais là où ça devient intéressant, c'est que l'histoire, elle n'est pas si simple que ça. Et en fait, on peut se demander pourquoi ces coraux, ces îles ont disparu et pour quelles raisons. Ce qu'on a observé, c'est qu'une fois que ces récifs coralliens ont été formés, il y a plusieurs dizaines de millions d'années, ils ont été transpercés par de l'activité volcanique. Donc ce que vous voyez ici, c'est un plateau récifal fossile avec un cratère d'explosion au centre. Voilà. Et ça, on a pu le mettre en évidence par des données bathymétriques. Ce qu'on a vu également, c'est qu'on avait des laves qui ont coulé sur les récifs. Voilà. Alors ça, c'était complètement inattendu. Ce que vous voyez ici, c'est une reconstitution bathymétrique, donc une carte au toit d'un mont sous-marin. Et vous voyez ici, ça c'est un transect avec des observations en utilisant la caméra sous-marine qu'on a pu faire. Et vous voyez que si on se balade ici de A, B et C, on va tomber sur des fonds en fait, qui n'ont rien à voir. Ici, il s'agit d'anciens plateaux récifales. Et puis ce que vous voyez ici, c'est des coulées de lave fossiles qui ont peut-être 5, 10 millions d'années. On n'a pas encore réussi à les dater. Mais on voit très bien la morphologie en fait, de la coulée de lave qui est complètement fossilisée en fait, au toit du récif. Donc en fait, l'histoire elle est complexe puisque ces îles, c'était des anciens volcans
qui ont été colonisés par des coraux, qui sont devenus des îles et qui ont été ensuite transpercés et affectés par du volcanisme, et ce qui explique probablement en fait leur disparition jusqu'à des temps qui sont relativement récents d'un point de vue géologique, aux alentours entre 5 et 2,5 millions d'années. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais ça, c'est un peu le job qu'on fait. Voilà, une fois qu'on a toutes ces informations, on essaye de reconstituer l'évolution en fait, de ces monts sous-marins. Donc ça, c'est simplement un petit schéma qui vous montre les premiers stades. Vous avez l'échelle des temps qui est située ici, et vous voyez qu'on essaye de reconstituer en fait, au cours de leur histoire ce qu'ont subi en fait, ces monts sous-marins. Donc ça, c'était les travaux d'un doctorant qui a soutenu sa thèse l'an dernier. Donc, je vais passer à la dernière partie de mon exposé. On va parler un petit peu des enjeux scientifiques voilà, qui sont à venir dans ce secteur. Alors, il faut savoir qu'il y a un nouvel appel à projet qui a été lancé par le CNRS et puis les terres australes et antarctiques françaises. Donc ça, c'est un projet qui va démarrer l'an prochain. Il va avoir une nouvelle rotation du Marion Dufresne. Et il y a plusieurs groupes de recherche voilà, qui vont continuer à travailler sur des aspects, cette fois-ci observatoires, laboratoires, et qui vont regarder un petit peu ce qui concerne les écosystèmes au voisinage des îles éparses. Il y a des choses intéressantes qui ont des enjeux sociétaux. Quand on regarde une morphologie d'un mont sous-marin comme celui-ci, vous voyez qu'on observe des excavations en fait, sur les flancs de cette structure. Et ça, en fait, ça correspond à des déstabilisations très importantes des flancs des monts sous-marins. Ça peut arriver de manière très abrupte, ça peut être provoqué par des séismes, par exemple, et ça peut surtout générer des tsunamis. Voilà. Donc il faut savoir que dans ce secteur, il y a quand même des pays riverains qui sont, certes relativement éloignés, mais c'est des masses tellement colossales en fait, qui sont mis en jeu. Juste pour vous donner un exemple, ça c'est un mont sous-marin qui a été cartographié il y a 2 ans au sud de Madagascar. Je vous montre juste un détail ici. Donc, vous voyez ici ce qu'on appelle une zone d'arrachement. Donc, en fait, c'est une quantité de matière qui s'est complètement déstabilisée sur le flanc du mont sous-marin. Et on voit très bien ici le circuit qu'ont emprunté les matériaux. Et vous voyez là, ce sont des blocs qui font, pour certains, plus de 500 mètres de large. Donc, c'est pour vous juste de vous donner une idée en fait, des quantités de matière qui sont mis en mouvement et générées en fait, par ces processus. Donc je dirais que l'étude de ces monts sous-marins, ça aide aussi un petit peu à aider à la prédiction des risques naturels et notamment des tsunamis pour la partie de l'océan Indien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaille notamment avec des biologistes et je vous ai dit également qu'on observait beaucoup d'endémismes en fait, au toit de ces monts sous-marins. Donc on trouve des faunes qu'on va trouver nulle part ailleurs. Et je dirais que les premières reconnaissances qu'on a pu faire, ça a permis déjà d'identifier les différentes espèces. Et il faut savoir que c'est des zones de pêche assez importantes, puisque au toit des monts sous-marins, on va trouver énormément de nutriments et beaucoup de poissons. Et je dirais que la connaissance des écosystèmes qu'on observe va aider un petit peu à mieux gérer les stocks de pêche dans le secteur. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est la photographie ce qu'on appelle un encroûtement. Alors ça, c'est des choses qui se forment en fait à partir de la concentration des éléments chimiques de l'eau de mer. Donc chaque lamine que vous observez sur cette roche en fait correspond à une couche précipitée, et qui est complètement extrait de l'eau de mer. Ça, il faut savoir que c'est des taux de précipitation qui sont extrêmement faibles. C'est 1 mm par million d'années. Voilà, donc une roche comme ça, c'est des dizaines de millions d'années d'enregistrement. Et la France, en fait, regarde beaucoup ces ressources qu'on appelle les ressources minérales, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 80 à 90% des ressources minérales qui sont produites par la Chine, d'accord ? Et c'est des matériaux qui sont très importants, notamment pour les fabrications des batteries électriques des voitures. Donc, je pense que dans quelques temps et dans quelques années, il y aura un enjeu considérable sur l'évaluation du potentiel des ressources minérales, en tout cas au niveau de la ZE française. Alors ça, c'est plus pour la petite histoire. Regarder ces monts sous-marins, ça permet également d'avoir une idée un petit peu sur certains processus. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a observé que ces îles, certains monts sous-marins étaient en fait des îles fossiles qui sont ensuite effondrées et qui sont aujourd'hui préservées par plusieurs centaines de mètres d'eau. Donc c'est ce qu'on a pu montrer, ce que vous représente ce petit schéma. Des édifices qui se mettent en place à 30 millions d'années, qui forment des plateaux et des îles coralliennes et qui vont petit à petit ce qu'on appelle subsider, en fait, s'enfoncer dans la colonne d'eau. Ça, c'est intéressant parce que ce qu'on observe, c'est qu'on a toute une ride ici entre le Mozambique et Madagascar, qui est représentée par ces monts sous-marins et dont certains, on a pu mettre en évidence qu'ils étaient des îles coralliennes auparavant.
Et ça, c'est intéressant parce que, pour toute autre chose, mais il faut savoir qu'il y a des biologistes qui travaillent sur les faunes de mammifères à Madagascar. Vous allez me dire quel rapport? Il faut savoir que toutes les études génétiques qui ont été faites sur les mammifères à Madagascar montrent que ces espèces sont venues d'Afrique. D'accord? Ils sont venus d'Afrique à partir d'environ 60 millions d'années. Et on sait que Madagascar était déjà détaché de l'Afrique en fait, depuis 80 millions d'années. Donc il faut bien expliquer comment ces mammifères ont traversé l'océan Indien et le canal du Mozambique pour venir se développer à Madagascar. Et ce qu'on pense qu'en fait, c'est que la formation de ces îles, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure ici, aurait pu contribuer en fait à des chemins de migration des mammifères. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde et qu'on discute un petit peu avec les biologistes qui travaillent sur ces... Alors, je suis désolé de vous montrer ça. Ça m'avait choqué. C'était une photo que j'ai prise en 2013, quand j'ai débarqué sur l'île d'Ulysse. Alors, il faut savoir que c'est des îles en fait, où les militaires n'ont pas de moyens navigants. Hein. Donc, tous les petits îlots à la périphérie des îles principales, c'est complètement hors contrôle. Donc, en fait, il y a énormément de braconnage, il y a beaucoup de pêche illégale qui a lieu. Et ça, c'est la plage de l'île d'Ulysse qu'on a retrouvée un matin en débarquant. Donc, vous voyez que les pêcheurs, qui viennent principalement de Madagascar, mais également de Mayotte et d'autres destinations, viennent complètement s'installer. Hein. Ils ont balisé les passes, ils viennent en toute impunité. Et ils laissent un petit peu ces plages dans cet état. Donc je dirais que considérer de la recherche aussi dans cette zone où il y a très peu de monde permet d'avoir un petit peu un regard aussi sur toute l'activité de braconnage dans le secteur. Alors on va attaquer la dernière partie de mon exposé, simplement vous dire que ces îles, elles vont permettre aussi, de toutes les études qu'on va pouvoir produire, d'améliorer nos connaissances en fait, sur le changement climatique et surtout sur le comportement des calottes de glace. Alors pourquoi, vous allez me dire? En fait, ce qu'on observe dans le passé, c'est qu'il y a eu des époques où le niveau de mer était plus haut qu'aujourd'hui pour des températures qui étaient à peu près équivalentes à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on vous représente un petit peu ces petits diagrammes. En bleu, en fait, vous avez la hauteur du niveau de la mer. Aujourd'hui, on est ici. Et vous voyez que, par exemple, il y a 125 000 ans, on a connu un épisode où le niveau de mer est monté de 6 à 9 mètres par rapport à aujourd'hui, avec des températures qui étaient à peu près équivalentes à aujourd'hui. Donc ça interpelle. Et je dirais que les coraux permettent d'enregistrer en fait tous ces signaux. Et donc, vous voyez qu'il y a différentes époques qui sont marquées par des grandes incertitudes. Et ce qu'on sait, c'est que probablement, pour produire des hausses du niveau marin qui sont de ces ordres-là, on est obligé de considérer en fait des grandes parties du Groenland et de l'Antarctique qui sont mis à fondre très rapidement. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, les coraux permettent de voir ça. Ça, c'est un exemple d'une étude qui a été réalisée par des collègues à Aix-en-Provence, par un organisme qui s'appelle le CEREJ, et qui ont travaillé en fait sur la remontée du niveau marin depuis ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire, depuis 20 000 ans. Le niveau marin est remonté de 120 mètres. D'accord ? Donc, ce qu'ont montré ces données déjà, c'est que cette remontée du niveau de mer, qui a eu lieu entre 20 000 et, on va dire, qui s'est stabilisée vers 5 000 ans à peu près, elle n'a pas eu lieu de manière linéaire. Il y a eu des périodes en fait, où le niveau marin est remonté d'une manière extrême et extrêmement brutale. Et ce qu'ils ont permis de mettre en évidence, c'est qu'il y a eu un épisode qui est à peu près centré sur 15 000 ans, où le niveau de mer il est monté de 14 à 18 mètres en 340 ans. Donc c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée des processus. Et pour faire une telle remontée du niveau de mer, il faut considérer qu'il faut faire fondre 1,5 fois la calotte arctique, enfin le Groenland. Ce qui veut dire, d'une manière incontournable, qu'il y a eu une contribution massive dans l'Antarctique par rapport à cette période de réchauffement. Et les coraux vont nous permettre d'appréhender en fait, ce genre de choses. Je vais en parler tout de suite. En fait, comment est-ce qu'on procède? En fait, on va soit étudier donc ça, c'est une courbe des changements du niveau marin depuis les 160 derniers 1000 ans. Donc vous voyez qu'il y a eu une période très haute. Il a ensuite chuté pour remonter à partir de 20 000 ans. Si on veut s'intéresser à cette époque, à partir de 20 000 ans, aujourd'hui, les récifs ils sont enfouis dans la mer. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est et déployer des méthodes pour aller étudier en fait, ces terrasses qui sont aujourd'hui en noyés. Si on veut regarder ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle le dernier interglaciaire, ici centré sur 125 000 ans, du fait que le niveau de mer était 6 mètres plus haut qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on va faire des observations en fait, sur les affleurements. Et sur les affleurements, comment est-ce qu'on procède? En fait, on va regarder de quoi sont composées les roches, les affleurements. Et vous voyez qu'ici, on arrive à faire des parallèles très intéressants. Vous avez ici, en fait, des colonies d'acropores qui ont 125 000 ans et qui ressemblent quand même furieusement à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le fond de la mer pour les mêmes secteurs. Ce qui nous permet de savoir exactement quelle bathymétrie et quelle tranche d'eau il y avait à l'époque au-dessus de ces récifs.
Je vous montrais tout à l'heure des équivalents de bénitiers. Ben voilà, on retrouve également des bénitiers fossiles qui nous aident à avoir des informations en fait, sur les paléos, on va dire les anciennes profondeurs d'eau au toit de ces structures. Dans le domaine sous-marin, on va pouvoir faire de la cartographie. Et la cartographie, voilà, ça c'est un extrait d'une carte bathymétrique qui a été acquise sur le rebord de l'archipel des Glorieuses. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est ces terrasses, là, moins 120 mètres, moins 80 mètres, moins 35 mètres. Donc c'est des choses très plates qui sont empilées et qui sont simplement le témoin, en fait, lors de la dernière remontée du niveau marin. Les récifs, le niveau de mer est remonté tellement vite qu'en fait, les récifs n'ont pas pu suivre et se sont rétractés sur eux-mêmes et ont formé en fait ces terrasses progressivement. Voilà. J'en ai parlé tout à l'heure, on a des archives plus anciennes. Je vous ai parlé des terrasses plus profondes qu'on observait par exemple à Bassas da India. Et c'est représenté en fait par ces plateaux sous-marins, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors moi, mon truc, depuis quelques temps, je m'intéresse aussi à regarder de la boue. Voilà, donc ça peut paraître pas très fun, mais c'est vachement intéressant. Donc ça, c'est un squelette d'algues calcaires qui est vu au microscope électronique à balayage. Voilà. Donc il est constitué de ce qu'on appelle des baguettes d'aragonite, hein, donc c'est des cristaux de carbonate de calcium. Et en fait, quand ces algues se désagrègent, voilà, par l'effet des courants, des tempêtes, etc., toutes ces baguettes vont se désagréger et vont former de la boue. Voilà. Donc il faut savoir que cette aragonite, elle va composer le squelette d'une multitude d'organismes qui peuvent être des coraux, des algues calcaires ou encore des mollusques, comme ici vous avez illustré une photo de gastéropodes. Et la désagrégation de ces coquilles va produire en fait de la boue qui, elle, va être exportée vers les bassins océaniques. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que regardez cette boue, en fait, c'est hyper intéressant. Alors je cherchais une photo en fait hier pour vous montrer à quoi peut ressembler de la boue aragonitique. J'ai mis du temps à trouver et puis je me suis rappelé qu'en fait j'avais mon directeur de thèse qui m'avait envoyé une photo d'un de ses collègues dans une zone où il y a une production d'aragonite qui est pharaonique, qui est localisée dans les Bahamas. Et donc, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est quelqu'un en fait qui est recouvert de boue aragonitique. C'est juste pour vous donner une idée. Donc, c'est quelque chose de très blanc et très collant. Alors, cette boue, comment est-ce qu'elle est exportée vers les bassins océaniques? Vous avez ici une photographie satellite de l'archipel des Glorieuses que je trouve assez parlante. Si vous regardez un petit peu dans la partie très éloignée de l'archipel, vous voyez toutes ces plumes de sédiments. Et bien ça, c'est simplement de la boue en fait, qui est vannée de l'archipel sous l'effet des vents et des courants. D'accord ? Donc en fait, toute cette boue qui est produite ici par une multitude d'organismes coralliens, elle est déposée et ensuite, vu qu'il y a énormément de courants et de vents, en fait, elle est vannée et elle est exportée dans les bassins océaniques. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde une carotte dans les bassins océaniques, eh ben, on peut mesurer la concentration de cette boue aragonitique. Voilà. Donc c'est ce que vous représente en fait ce diagramme. Ça, c'est une carotte, c'est la même carotte que je vous montrais tout à l'heure, prélevée à 3000 mètres de profondeur. Et la courbe rouge vous montre simplement les fluctuations de la proportion de ces petites baguettes qu'on trouve dans les sédiments. Donc là, vous avez le pourcentage qui est indiqué sur les 160 derniers milliers d'années. Alors vous voyez qu'il y a une époque en fait, où on avait des concentrations qui étaient très importantes, de l'ordre de 40 à 45%. Et puis, il y a des époques, en fait, qui le sont beaucoup moins. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on superpose qu'on connaît des variations du niveau marin au cours de cette période de temps, eh bien, vous voyez qu'en fait, cette boue, elle vous permet d'observer complètement le comportement en fait, de ce récif au cours des 160 derniers milliers d'années. Donc, mesurer en fait l'aragonite dans ces sédiments, ça vous permet d'avoir une information sur le fonctionnement d'un récif au cours du temps. D'accord ? Là, je vous montre un exemple qui couvre 160 000 ans. On vient de publier une étude qui a permis de révéler un petit peu ce comportement sur le dernier million d'années. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. J'en ai presque terminé, je vous demande encore un tout petit peu d'attention. Je vous parlais tout à l'heure d'une expédition donc, que je vais diriger en 2020, qui s'appelle Reef Corps. C'est juste pour vous dire un petit mot. En fait, on va aller dans 3 localités ici du canal du Mozambique et on va aller s'intéresser à ces terrasses récifales. Pour l'instant, on n'a eu accès qu'à des échantillonnages très parcellaires avec des dragues à roches qui ne sont pas vraiment suffisantes pour faire des interprétations. Et ce qu'on va regarder, en fait, c'est 3 sites de forage, voilà, localisés ici à Glorieuse, à Melaki, et dans une zone qui se situe à la limite en fait, entre les eaux tanzaniennes et mozambicaines. On est plusieurs scientifiques, donc on a embarqué avec nous des collègues qui disposent d'une technologie qui est de pointe. C'est un outil de forage de fond de mer, en fait. Hein. Là, ce que vous voyez, c'est des patins en fait, qui sont déployés comme ceci. L'outil est déposé au fond de la mer et permet de forer jusqu'à 75 mètres dans de la roche. Voilà.
Et donc, on va mettre en œuvre cet instrument et on va également utiliser des carottiers des navires de l'Ifremer pour regarder ce dont je viens de vous parler, en fait, au niveau de l'aragonite et des sables, etc. Donc, voilà un petit peu la stratégie, en fait, hein, c'est vraiment de reconstruire, en fait, toute l'origine et la formation de ces îles océaniques en partant des choses les plus profondes jusqu'à les choses les terrasses qui le sont un petit peu moins. Et ce qu'on veut vraiment comprendre, c'est toute la croissance et la mise en place de ces récifs coralliens au cours du temps. Alors, pour conclure, en fait, la recherche dans cette zone de l'océan Indien, il faut savoir qu'il y a des privés également hein, qui mettent à disposition des moyens, comme cette goélette. Hein. Donc ça, c'est des privés qui sont basés à Madagascar et qui proposent en fait leurs navires pour conduire des expéditions scientifiques. Donc ça passe aussi par là. Moi, j'ai eu la chance d'embarquer 2 fois sur ce navire. J'y retourne encore au mois de janvier. Et c'est souvent l'occasion de rencontrer des scientifiques qui ont des sensibilités qui sont complètement différentes des nôtres. Juste pour exemple, en fait, on est parti, c'était en 2015, une mission qui s'appelait Reef Corse 3, et on était 9 scientifiques à bord. Donc on était un groupe de géosciences, hein, c'est nous qui conduisions la mission. On avait loué le bateau, on avait engagé les manipulations, et on était là, nous, pour vraiment un programme de géosciences marines, hein, pour faire de la caractérisation géophysique, comme je vous l'ai montré, pour obtenir des cartes bathymétriques et faire des relevés sur des affleurements. Et comme il restait de la place à bord, il restait 4 places, et donc on a proposé en fait d'embarquer des collègues biologistes avec nous, et qui faisaient des choses complètement différentes. Alors vous allez me dire, mais quel rapport et quel intérêt je vous l'avoue, au départ, j'en ai trouvé aucun. C'est des personnes en fait, qui travaillent sur les tortues marines, et qui étaient là en fait, pour soit faire des marquages, donc poser des bagues, ou alors repêcher des tortues et qui étaient déjà baguées et faire des mesures en fait, sur les dimensions, les poids des tortues et voir un petit peu leur évolution et leur croissance. Ils avaient également comme objectif, au cours de cette campagne, de déployer des balises Argos pour suivre en fait, le comportement des tortues pendant plusieurs mois, voir un petit peu où elles nichaient, où elles pouvaient se nourrir. Et puis il y a quelque chose moi, qui m'avait fait tilt. Mon collègue, là, Jérôme, me dit « Ah, on va déployer des GoPros sur des tortues. » Bon, très bien. Et moi, ça m'avait vachement intéressé parce que nous, géologues, on peut déployer des tas d'outils, d'acquisition, mais jamais on a la vision du fond. D'accord ? Bon, je vous l'ai montré tout à l'heure avec la caméra sur des choses profondes, mais sur des environnements récifaux, c'est très compliqué, à part où il faut peut-être plonger, mais on n'était pas équipé et pas forcément qualifié pour plonger. Et je me suis dit, peut-être que là, il y a un intérêt à regarder ce que vous faites, et puis peut-être à utiliser vos données pour améliorer nos connaissances sur les environnements. Donc ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont déployé sur 9 tortues des balises Argos, comme ceci, pour les localiser, et puis des GoPros. Voilà. Et donc, moi, je voudrais un petit peu leur rendre hommage ce soir, et puis j'ai une toute petite vidéo à vous montrer. Ils ont fait un petit montage sur le résultat, et vous verrez que même pour nous, géologues, et la connaissance des fonds, c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire. Donc je vous montre cette photo, et puis après, je m'arrêterai là, en fait, pour la conférence. Donc c'est parti.
fin de la vidéo. On peut observer en fait une tortue qui a une GoPro qui filme une autre tortue qui a une GoPro. Voilà, moi je voudrais juste terminer pour vous dire que voilà, bon, tout ça c'est le fruit de nombreuses collaborations. Hein. Je ne suis pas l'unique auteur de tout ce que je viens de vous montrer. Donc il y a une collaboration avec voilà, différents instituts et organismes. Et puis, je voudrais juste remercier en particulier les étudiants voilà, qu'on encadre au jour le jour, que ce soit les étudiants en master, les doctorants, les post-docs, parce que c'est eux qui font voilà, 90% du job. Et voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Merci beaucoup.